Salut, salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein. Aujourd'hui avec Elisa. Comment tu vas, Elisa? Ça va, merci. Merci, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Sorti un petit peu de nulle part, mais ça faisait longtemps que je voulais avoir quelqu'un en lien avec les animaux sur le podcast. Et comme on l'a vu en off juste avant, il y a plein de sujets à aborder. Ouais. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as sur le feu, toi, en ce moment? Alors moi, en ce moment, je suis beaucoup dans la formation, puisque je suis formatrice à l'énergétique en plus de tout ce que je fais à côté. Et du coup, j'ai une formation là, une deuxième session qui va commencer au mois de mai. Donc je bosse pas mal là-dessus et du coup sur du contenu gratuit qui va avec, donc une masterclass gratuite qui arrive, un petit challenge via Telegram où je vais partager tous les jours des cas de chevaux qui ont vu leur vie changer et du coup de propriétaires aussi qui ont vu leur vie changer grâce à l'énergétique. Donc on tourne beaucoup autour de tout ça en ce moment. Donc on parle vraiment d'énergétique autour de l'animal. C'est ça. En fait, ce que j'appelle moi énergétique, c'est de la communication animale et du magnétisme. Ça regroupe les deux. Ok, d'accord. Et bah, du coup, la question qui me vient, c'est comment t'en es venu, toi, à travailler avec les animaux? Alors, il faut savoir qu'au départ, moi, j'étais pas du tout dans l'énergétique. Je suis monitrice d'équitation de métier. Je suis toujours monitrice d'équitation, mais j'ai fait un parcours lambda, j'ai fait un bac général, j'ai fait ma formation de moniteur, etc. Et il faut savoir que j'ai acquis ma première jument, du coup, il y a bientôt 10 ans maintenant. Et j'avais envie de travailler un petit peu différemment de la manière qu'on nous apprend à travailler en club, parce que bah, elle était toute petite, je pouvais pas monter dessus, et du coup, ça m'a ouvert à pas mal d'autres choses. Et c'était la période, ouais, je dirais il y a 10 ans, où on commençait à voir passer sur Facebook et tout des trucs sur la communication animale. Mais j'étais un peu dubitative parce que je trouvais ça un peu bullshit de voir des gens qui, genre, avec une photo, ils communiquaient avec des animaux. J'étais pas convaincue. Et puis je me suis dit, bon, faut que je me fasse mon propre avis, je vais tester. Donc j'ai testé, j'ai expérimenté via des professionnels et j'ai été franchement bluffée de tout ce qui en est ressorti à chaque fois, de la précision du contenu, de la justesse du contenu, etc. Donc voilà, j'ai fait de fil en aiguille plusieurs coms avec plusieurs de mes animaux à l'époque. Et jusqu'à tomber par hasard, je crois, sur une proposition d'initiation à la communication animale. C'était un truc, je crois, de 2-3 jours en ligne. Je me suis dit, bon, au pire, j'ai rien à y perdre, je vais tester, je vais voir si je suis capable de faire ça, quoi. Et en fait, encore une fois, j'ai été bluffée de voir que bah, sur une photo, on me demandait où est-ce que l'animal il a mal et je sentais où l'animal avait mal, quoi. Enfin, c'était assez bluffant. Des trucs vraiment palpables, quoi. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs formations jusqu'à faire une formation professionnalisante de plusieurs mois pour pouvoir pratiquer de manière professionnelle en fait la com animale et le magnétisme, puisque les deux fonctionnent ensemble et s'allient très très bien pour avoir du vrai résultat. Ok, ah oui, c'est quand même un truc assez encadré pour avoir une certification et tout. Alors, au fait, officiellement, il n'y a absolument aucune obligation. Puis, c'est tout ce qui est ésotérique, on va dire, comme ça, c'est pas bien reconnu pour l'instant. Tu n'as pas de Ouais. formation diplômante, choses comme ça. Mais moi, j'avais envie d'avoir une vraie formation déjà en termes de légitimité. J'avais besoin de ça, en termes de compétences aussi. Et moi, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette formation parce qu'au-delà de m'apprendre à faire de la com animale et du magnétisme, ça m'a appris déjà toute l'éthique qui entoure cette pratique. Parce que souvent, on se dit que parce que c'est de l'énergétique, bah, chacun le fait à sa sauce et tout, sauf qu'il y a quand même des règles à respecter et une éthique à avoir vis-à-vis des humains et des animaux avec qui on travaille. Et ça m'a enseigné aussi le côté un petit peu entrepreneur, puisque la formatrice avec qui je me suis formée inclut dans sa formation pro vraiment un côté business, entrepreneuriat, parce que bah, forcément, quand tu fais ça à ton compte et en fait, entrepreneur, ça s'improvise pas du tout. Donc c'est ça qui était hyper intéressant. Pas du tout, effectivement. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui était que dans ton club, t'étais pas hyper aligné avec la manière dont ça se faisait vis-à-vis des animaux. Alors en Est-ce qu'il y fait, a, il y a une manière de faire un peu générale que tu pourrais expliquer pour les moldus comme moi, et peut-être comme ouais. les gens qui vont nous écouter? Alors, en gros, quand je parlais de club, c'est vraiment quand moi j'étais cavalière de club, avant que je travaille là-dedans. Et c'est vrai qu'en club, généralement, quand tu vas monter à cheval, on t'apprend effectivement à monter à cheval, mais il y a très peu de clubs qui t'apprennent finalement comment fonctionne l'animal que tu montes, parce que on est avec des animaux, on n'est pas avec des machines. Et moi, je trouve ça aujourd'hui, avec mon regard de professionnel, hein, je ne le voyais pas comme ça forcément il y a 10 ans, mais je trouve ça assez dingue qu'on fasse monter des cavaliers, on leur fait sauter des hauteurs pas possibles, on les fait performer en termes de technique, mais quand tu leur demandes la moitié, ils savent pas
quel organe a ou n'a pas un cheval. Ils savent pas qu'un cheval, ça doit brouter 16 heures par jour. Ils savent pas, enfin, les trucs, et je parle vraiment des connaissances de base, hein, je parle pas d'anatomie, je parle pas de trucs comme ça, vraiment les connaissances de base. Il y a beaucoup de cavaliers qui n'ont pas ces connaissances-là. Et de mon point de vue, c'est une grosse bêtise. De un, parce que je trouve que vouloir performer avec des animaux sans les connaître, c'est quand même pas hyper logique comme démarche, de mon point de vue. En tout cas, si on se dit euh, passionné et amoureux des animaux, c'est pas très cohérent. Et qu'en plus, il y a beaucoup de comportements, d'agissements qui finissent un peu en maltraitance banalisée, pas par méchanceté, mais par méconnaissance. Et qu'on voit beaucoup, beaucoup d'erreurs. Moi, je le vois en tant que monitrice et je le vois en tant que praticienne. Beaucoup d'erreurs qui sont commises sur des chevaux, parce que, pas parce que les gens sont mal intentionnés, mais parce qu'on ne les a pas, on ne leur a pas appris à faire les choses. Et moi, la première, j'ai fait beaucoup de conneries comme ça parce qu'on ne m'avait pas appris, en fait. Si tu as un parcours classique de cavalier, on ne t'apprend pas beaucoup de choses, quoi. Mais c'est vrai que maintenant que tu as parlé de faire sauter des obstacles, tout ça, quand on voit un peu des compétitions, on va dire professionnelles, tout ça, est-ce qu'il y a cette tendance à vouloir pousser l'animal comme on pousserait une voiture toujours plus, pendant une Alors, course ou? je pense que oui. Après, je ne veux pas faire de généralité parce que ça commence à bouger et de plus en plus, on a quand même une vraie prise de conscience du bien-être animal. C'est long, mais ça commence à venir. Mais c'est sûr que, bah, après, comme dans n'importe quel sport, hein, quand tu vois des fois les équipements qui sont utilisés pour être toujours plus dans la contrainte du cheval, et certes, le cheval performe, mais pas parce qu'il a envie de performer, parce qu'on le contraint et qu'il n'a pas le choix. Quand tu vois, bah, comme dans n'importe quel sport, il y a du dopage. On voit Ah aussi ouais? beaucoup de choses, enfin, le dopage, beaucoup dans les courses notamment. Après, maintenant, c'est hyper contrôlé. Je sais pas, les courses, je connais pas assez bien. Mais il se passe beaucoup de choses pas OK. Et moi, quand je vais voir de temps en temps enfin, à l'occasion des petits Lyon notamment, on voit des concours qui sont du niveau international. Il y a de plus en plus de belles choses qui font plaisir, mais on voit encore des chevaux qui envoient tous les signaux possibles, imaginables pour expliquer qu'ils ont mal au dos et on leur fait sauter un parcours à 1,60 m, quoi. Et moi, je trouve ça quand même dingue aujourd'hui, avec toutes les notions qu'on a, de voir encore ce genre de choses exister, quoi. C'est quand même. Enfin, un athlète humain, on lui dirait pas va courir 5000 mètres si tu as un mal de dos de malade, quoi. Enfin, je pense pas. Après, je suis pas dans tous les sports, mais il y a un Non, mais raisonnement qui ça peut. ça fait sens, ça fait sens et avant qu'on creuse la partie business un petit peu plus tard, il y a un truc qui me vient, c'est la relation cavalier ou cavalière avec son cheval. Est-ce que, parce que j'ai vu un de tes posts passer qui disait qu'un cheval a en fait, si tu lui donnes 15 hectares, c'est pas pour autant qu'il sera plus heureux. Parce qu'il a besoin, un petit peu comme, des humains, d'un espace qui lui est propre et j'avais envie de te poser des questions à ce niveau-là parce que, déjà, avoir un cheval, c'est pas commun, je pense, pour la plupart des gens et est-ce qu'il faut un cheval, en fait, que si jamais on veut avoir un cheval? En fait, ce qu'il faut se dire, moi, ce que je vois de plus en plus au quotidien par mes chevaux, par les chevaux de mes clients, et cetera, c'est que, on te donne des grandes bases. On te dit: «Normalement, il faut 1 hectare par cheval, un cheval, il doit vivre en groupe, un cheval ceci, un cheval cela». Il y a plein d'études scientifiques qui sont faites pour prouver quels sont les besoins fondamentaux du cheval, qui sont certes à respecter, évidemment, parce qu'un cheval qui n'a pas du foin en continu, c'est pas possible, parce que tu vas avoir un cheval bourré d'ulcères. Pour l'explication entre guillemets technique, les chevaux n'ont pas de vésicule biliaire. Donc du coup, ce qui signifie qu'ils ont en permanence de la bile dans l'estomac et que de la bile dans un estomac vide, bah, ça fait des ulcères. Donc un cheval a besoin d'avoir accès à de la nourriture en permanence. Et les centres équestres un peu à l'ancienne où les chevaux sont en boxe toute la journée et ont 2 rations de foin par jour, ça veut dire qu'ils mangent 3-4 heures par jour au lieu des 16 recommandés. Forcément, c'est des chevaux qui sont bourrés d'ulcères. Bref, mais du coup, il y a un aspect, en fait, effectivement, besoins fondamentaux à respecter, mais il faut pas oublier que les chevaux, et enfin, à vrai dire, tous les animaux, hein, ça marche aussi bien pour les chiens, pour les chats, pour n'importe quel animal, au-delà des caractéristiques de leur espèce ou de leur race, ce sont des êtres individuels. Et que ce qui, sur le papier, est censé être idéal, ne l'est peut-être pas pour tous. Enfin, typiquement, moi, j'ai l'exemple pour le coup pas d'un cheval, mais de mon chien, qui est un border collie croisé patou. Donc, on se dit, le chien est en train de courir toute la journée, il a besoin d'être dehors. Moi, c'est ce que je m'étais dit. Donc, je l'emmenais au boulot avec moi quand je bossais encore en club. Il était dehors dans 50 hectares toute la journée. Pour moi, mon chien avait une vie de rêve. Sauf qu'en fait, ça ne lui allait pas du tout et qu'il a essayé de passer 50 fois sous des voitures pour m'expliquer que ça ne lui allait pas. Et que du jour où j'ai compris ça et que j'ai arrêté de l'emmener, qu'on est repassé sur 2 balades par jour comme n'importe quel chien, en fait, mon chien n'est plus jamais passé sous une voiture. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est pas facile, même pour nous, à entendre en tant qu'humain.
Moi, la première des fois, mais sortir un peu de ces schémas, tel chien, telle race doit faire tel truc ou tel cheval, il est fait pour vivre en troupeau. Enfin, moi, j'en ai vu plusieurs des chevaux. Jusqu'à il y a 1 an en arrière, pour moi, la vie en troupeau avec 30 chevaux, c'était génial, c'était idéal, c'était parfait. Je vois ma jument, elle a pas supporté ça. Ça l'a rendue irascible au possible, elle a pas aimé et depuis qu'elle est en troupeau avec 4 chevaux, mais ça se passe super bien, quoi. Donc Mmh. en fait, il y a pas de règle, faut savoir écouter et s'adapter à chaque cheval parce que ce qui est idéal pour l'un ne le sera peut-être pas pour l'autre. De la même manière que tu as des gens qui sont faits pour faire des travaux manuels et d'autres qui sont faits pour bosser derrière un bureau. Mmh. Pour moi, c'est pareil. Et comment tu fais si des gens qui nous écoutent là ont des animaux, comment tu fais pour reconnaître les signes? Bah, tu vois, tu as parlé de ton chien qui voulait passer sous une voiture. Est-ce qu'il y a d'autres signes comme ça un peu globaux qu'on peut reconnaître quand on a des animaux? Alors, j'avoue que moi, la communication animale m'aide énormément parce que des fois, tu vois des signes, mais de là, les interpréter, c'est pas simple. Euh, je pense que déjà, quand on a des changements de comportement au niveau de nos animaux, sans explication, c'est des questions à se poser. Un animal qui devient agressif, un animal, en tout cas, je parle pour les chevaux et de ce que je connais pour les chiens et les chats, c'est pas agressif par nature, c'est pas volontairement, il y a toujours une cause. Ça peut être hyper divers, hein. Ça peut être parce qu'il y a eu de la maltraitance, ça peut être parce qu'il y a eu un trauma, ça peut être parce qu'il y a un inconfort physique. Parce qu'effectivement, les animaux ne parlent pas. Donc, généralement, quand il y a des problèmes, c'est quand même. Enfin, par exemple, que tu as de la réactivité, de l'agressivité, tu as quand même 80 à 90% des cas où c'est une cause physique qui est derrière. Je pense que ça, c'est le plus gros truc que je vois. En tout cas, chez les chevaux, clairement, ça va être ça. Ça va être un cheval qui devient agressif avec ses congénères ou avec l'humain. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Un cheval qui va commencer à rétiver, donc c'est-à-dire qu'avant tu mettais la selle sans souci, là tu peux plus mettre la selle. Dès que tu veux mettre la selle, il bouge. Qui commence à bouger au moment où tu veux monter à cheval. Qui a des réactions, et ça je pense les chiens aussi, des réactions très explosives sans raison apparente. Genre le cheval, il y a un coup de vent qui a fait bouger 3 branches, il a sauté au plafond, il a démarré sur 50 mètres, alors que d'habitude c'est pas le cas. Tout ce qui est un peu hypervigilance aussi, je pense que ça peut Mmh. alerter chez les chiens. Je pense que c'est très banalisé, alors qu'en fait, de l'hypervigilance, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas un animal qui est en hypervigilance ne peut pas être confortable. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose à aller voir quelque part. Après, de manière globale, je pense que c'est dur parce que tu as des animaux qui expriment beaucoup, des animaux qui expriment pas du tout, qui quand ça explose, c'est qu'en fait, ça fait des mois déjà que c'est en latence mais qui montre rien ou qu'on n'a pas réussi à voir. Donc, je pense que du moment qu'on a un changement de comportement ou de fonctionnement sans, entre guillemets, cause apparente, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et s'il y a des causes apparentes, tant mieux, au moins on a identifié la cause, c'est encore plus facile. Ouais, parce que souvent quand on se dit il y a, je sais pas, de l'agressivité, pour prendre ça comme exemple, on se dit: «OK, je vais l'amener à l'école pour qu'il soit dressé». J'ai les chiens en tête, tu vois? Alors qu'il y a peut-être quelque chose en dessous de plus, En fait, ce qui est hyper intéressant avec l'énergétique, avec la communication animale, le magnétisme, c'est que tu peux aller chercher la source du problème. Quand, mmh, par exemple, le chien qui mord, tu l'emmènes en éducation, en soi, c'est pas du tout une mauvaise chose, mais tu traites la conséquence. Tu traites pas la source du problème. Un cheval qui se met, je sais pas moi, à taper quand on passe derrière sans aucune raison, bon, on va le recadrer 1 fois, 2 fois. Certes, le cheval va peut-être arrêter de taper, mais enfin, on a traité la conséquence, on n'a pas traité la source. Donc le problème va forcément ressortir à un moment ou à un autre, peut-être sous une autre forme. Mais c'est là l'intérêt de l'énergétique, c'est que tu peux aller chercher la source. Et au final, c'est un peu comme nous, quand tu as des migraines à répétition, tu prends un Doliprane, ouais, ça calme la migraine, mais enfin, ça résout pas le problème de fond, quoi. Et généralement, il faut aller creuser plus loin. Donc, je pense que c'est là l'intérêt, c'est que nous, on traite, mais parce qu'en fait, on n'a pas forcément les clés pour aller chercher la source. C'est pas un reproche. Je veux dire, moi, j'ai la chance maintenant de connaître la com animale, mais c'est vrai que sans ça, aller toucher du doigt la source exacte du problème, c'est pas facile du tout. Les animaux n'ont pas ce dont parler comme nous pour aller creuser, donc c'est vrai que c'est vachement plus compliqué. mmh. Et en plus, le truc que tu as dit, genre passer derrière un cheval, c'est pas la première chose qu'on te dit de jamais faire? Alors ça, typiquement, c'est un truc, en fait, en soi, c'est bien de l'avoir en tête, mais ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc je trouve, de méconnaissance. C'est-à-dire qu'un cheval va pas te taper parce que tu passes derrière lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval, au niveau génétique et physiologique, c'est une proie dans la nature. Donc, quand il y a un problème, option 1, ça fuit. S'il veut pas fuir, ça va se défendre. Et le cheval, en termes de vision, les chevaux ont des champs de vision qui sont hyper larges, qui sont à, je sais plus, genre 340 degrés, un truc comme ça. Donc, ils ont 2 zones d'angle mort juste devant leur nez et juste derrière eux.
Donc en fait, le risque, entre guillemets, d'un cheval qui tape quand tu es derrière, c'est juste parce qu'il ne te voit pas et que si tu le surprends, bah, en réaction de proie, il va vouloir fuir, sauf que généralement, ils sont à la tâche, ils peuvent pas fuir, donc ça se défend. Mais en fait, c'est une réaction due à une peur, à une surprise. Un cheval où tu es à côté de lui, tu vois, genre tu mets la main sur le corps et tu mets la main derrière au moment où tu passes derrière, il sait où tu es. À moins que tu aies fait une grosse connerie ou qu'il y ait un problème physique, etc., le cheval va pas te taper pour te taper. Donc, il y a eu un gros manquement d'éducation. Ça peut arriver aussi. L'éducation fait tout autant partie du schéma que le reste. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, un cheval que tu connais pas, dans le doute, tu passes loin, au moins tu es sûr. Après, en fait, tant que tu préviens le cheval, normalement, il n'y a pas de raison particulière. Et seule chose, c'est que soit tu passes effectivement suffisamment loin pour être hors de portée du pied, soit tu passes vraiment contre le cul du cheval. Au moins, même s'il lève le pied, tu vas le prendre sur une portée très courte. Alors, quand Mmh. tu le prends en bout de portée, quand le cheval jette le pied, là, c'est vachement plus dérangeant. Oui, parce que c'est quand même des sacrés morceaux, Oui, à chaque fois. c'est clair. Je voulais, tout à l'heure, tu as parlé du fait de ce webinaire où tu avais vu une photo et tu avais pu déceler où est-ce que l'animal avait mal. J'imagine que tu fais aussi ça en présentiel? Oui, je fais ça. Je fais ça. Tout ce qui est communication animale, je le fais aussi bien distanciel que présentiel. Et comment tu fais quand tu es, en présentiel? Parce que tu rencontres l'animal pour la première fois, donc tu es un nouvel individu, on va dire, dans son champ de vision, Mmh. même s'il voit large. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une phase de on s'apprivoise un petit peu, tu t'approches petit à petit, c'est Alors, en termes d'approche, on va dire, purement, physique, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, le cheval, ça reste encore une fois une proie. Donc effectivement, tu l'abordes pas de manière trop frontale, tu arrives pas en criant, en faisant des grands gestes, mais je pense que ça, c'est de pas besoin d'être cavalier pour y penser. C'est du bon sens. Mais moi, je laisse venir et puis il y a des animaux qui, des fois, des chevaux qui ne viennent pas, qui ont besoin qu'on reste à distance. Des animaux qui, des fois, craignent le magnétisme un peu fort, qui ont besoin de rester un peu à distance. C'est pas forcément gênant. Après, on va dire que le protocole, la méthode, entre guillemets, pour se connecter à eux, elle est exactement la même en distanciel ou en présentiel. Tu as juste besoin d'avoir le contact avec les yeux pour pouvoir entrer en communication. On fonctionne toujours avec le libre arbitre de l'animal. C'est-à-dire que si l'animal me dit aujourd'hui j'ai pas envie, c'est pas le moment, bah ok, c'est pas le moment, on reviendra plus tard, quoi. Ça, c'est vraiment OK. des trucs vraiment de base que j'apprends moi, que j'ai appris et que j'apprends maintenant à mes élèves. L'animal garde toujours son libre arbitre. La personne qui t'appelle en disant je vais faire une com, faut lui dire que s'il n'arrête pas de faire tel truc, et bah, il va avoir tel truc. Ça fonctionne pas. Enfin, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour obliger, on est là pour négocier et discuter, on va dire. Et justement, le fait qu'un cheval te dise: «Non, aujourd'hui, c'est mort», est-ce que ça passe par son comportement, il se tourne? Est-ce que ça passe par, une énergie que toi, peut-être tu perçois avec aussi l'expérience? Tu peux avoir les deux. Un cheval, en tout cas un cheval à qui on a appris qu'il a le droit de s'exprimer, parce que tu as des chevaux qui ont été tellement brimés qu'ils n'osent pas, t'envoie beaucoup de signaux. Mais en fait, comme tous les animaux, nous les humains, on communique en verbal. Les animaux, eux, communiquent en non-verbal, et du coup, on voit beaucoup de signaux. Donc, un cheval qui est pas OK, généralement, il va détourner la tête, puis il va mettre les oreilles en arrière, puis il va fouiller de la queue, puis il va faire mine de lever le pied. Et en fait, il y a Mmh. déjà énormément de signaux visuels à observer. Un cheval qui t'attaque cache, normalement, c'est juste que tu n'as pas vu les signaux avant. Alors, c'est qu'il y a eu vraiment un truc qui a fait que voilà, il est rentré en défense. Mais tu as beaucoup de signaux visuels à observer et c'est la même chose chez les chiens. Le chien qui détourne le regard, qui se lèche la truffe, qui met les oreilles en arrière. Il y a plein de signaux qu'on ne nous apprend pas malheureusement à voir et qui font que pourtant on pourrait éviter beaucoup d'accidents, notamment de morsures de chiens, si on savait observer ces signaux. Euh, mais il y a ça, et après, sinon, c'est vraiment dans la com où le cheval, soit ne se, si je suis à distanciel, le cheval ne se présente pas, ça peut arriver. Ou alors le cheval qui dit clairement, qui me dit non, là c'est pas ok. Honnêtement, ça m'est arrivé, je pense, 2 ou 3 fois depuis le temps que je pratique. Et notamment, les 2, 3 fois où c'est arrivé, en général, c'est parce que c'était des jours où j'ai voulu faire la com, alors que moi, j'étais fatiguée, malade, etc. Que les animaux m'ont dit non, là, t'es pas disponible, prends soin de toi et reviens quand ça ira mieux. Reviens nous voir quand C'est ça, c'est exactement. et quand il est question de magnétisme, moi, j'ai l'image, le magnétisme humain à humain, c'est-à-dire que tu vas faire remonter, que ce soit une émotion, peu importe, mais le magnétiseur, bien souvent, l'accapare, tu vois? Et comment ça se passe sur un animal où, bah, un cheval, c'est quand même 2, 3, voire plus
3 fois plus grand qu'un être humain. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu captes cette énergie et du coup, elle est en toi pendant un certain moment ou toi, tu renvoies ça ailleurs? Alors, il faut savoir que encore une fois, c'est mon point de vue de par ma formation, et cetera. Tu n'es jamais pour moi, quand tu fais de la com ou du magnétisme, tu ne dois jamais, tu ne fusionnes pas avec l'animal. Tu fais juste canal. Le but, c'est pas de prendre ce qu'est l'animal sur toi, parce que sinon, autant te dire qu'on serait tous couchés par terre très rapidement. L'idée, c'est vraiment en fait juste de faire passer. Donc, par exemple, je sais pas, moi, j'ai l'info que j'ai une émotion à libérer. Je fais passer l'émotion par moi pour la transmuter dans la terre. Mais Mmh. elle ne stagne jamais en moi. Je suis vraiment juste un canal. Et ça, c'est hyper important. Et pour aider ça au maximum, je ne fais jamais d'énergétique, que ce soit de la com ou du magnétisme, sans un protocole d'ancrage, de nettoyage, d'alignement, de protection. Parce que sinon, soudain, tu prends le risque de te polluer et de te retrouver plombé avec beaucoup trop de choses que tu n'as pas à avoir. Et de deux, à l'inverse, je risque moi de plomber l'animal avec moi mes propres pollutions que je n'aurais pas nettoyées. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment le premier truc que j'apprends à mes élèves, c'est ce protocole-là à faire tous les jours, parce que même si on fait pas de l'énergétique, enfin, de mon expérience de personne hypersensible, ça transforme sa vie de savoir se nettoyer, se protéger et s'ancrer. Pour les personnes qui sont beaucoup dans les transports en commun, qui sont beaucoup dans des foules avec beaucoup de monde, ou je pense, tu vois, même les soignants, tout ça, les gens qui sont confrontés à quand même Ouais. beaucoup de gens et beaucoup de choses parfois difficiles, de faire ce genre de protocole, ça change ta vie parce que en fait, tu arrêtes de vivre les choses pour les gens. Tu ne deviens pas antipathique, mais typiquement, mon exemple que je donne, c'est que quand tu vois une personne pleurer dans la rue, tu vas sentir qu'elle est triste, mais tu vas plus pleurer à sa place. Mmh. Tu arrives à mettre un peu de distance et à te protéger de tout ça et à ne plus justement emmagasiner pour les autres. Parce que les personnes hypersensibles, je trouve qu'on a un peu cette tendance-là à vivre les émotions presque plus fort que les personnes concernées, quoi. Et du coup, à se fatiguer beaucoup et à se pourrir un peu en termes de pollution par rapport à tout ça. Donc vraiment, pour moi, voilà, pour en revenir à ta question, parce que je m'éparpille, l'idée, c'est vraiment quand je suis là juste en canal. J'emmagasine pas pour moi. Je peux le faire en direct sur le cheval si je suis en présentiel, mais je peux aussi le faire en distanciel. Et je sais que moi, je leur apprends souvent aux élèves, au début, les soins en magnétisme, en distanciel, je leur fais faire sur une peluche. En mettant l'idée que entre guillemets, je sais pas comment dire, que de transférer l'animal sur la peluche et il travaille sur la peluche. Parce que du coup, tu es sur quand même un truc physique, t'es pas juste Ouais. en imagination et visualisation. Et c'est plus petit, c'est plus facile à aller manipuler. Et pour apprendre, c'est pas mal. Et question bête, mais tu as dit que tu renvoyais ça vers la terre. Est-ce que tu le fais pieds nus? Parce que je me Non, dis, tu sais, ça on ça pourrait, hein. Mais non, non, moi je le fais pas. Moi, bah, tu vois, en présentiel, en fait, par exemple, quand j'ai un truc à retirer, je mets la main sur l'animal dans la zone où j'ai le truc à retirer et mmh, je dirige mon autre main vers le sol et je mets l'idée, tu vois, comme ça, que ça passe et que ça va vers le sol. Après, on OK. pourrait le faire pieds nus, mais j'avoue qu'au milieu des chevaux, j'évite le pied nu. Oui, c'est vrai que c'est pas Pas, forcément, pas hyper sécure. et ces chevaux donc que tu accompagnes, que tu aides, ils ont des propriétaires? Donc j'imagine que tu dois aussi gérer le propriétaire? Exactement. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, tout le monde peut faire de la com animale, c'est pas une question de don, de magie, de trucs d'ancêtre, je sais pas quoi, absolument tout le monde est capable de se former. Par contre, tout le monde n'est pas capable d'en faire son métier, mais au même titre qu'on n'est pas tous faits pour être plombier ou peintre ou je sais pas quoi, hein. C'est pas la com animale plus qu'un autre métier, mais Mmh, parce qu'il y a vraiment ce côté, effectivement, en plus de l'animal, une gestion de l'humain. Et en plus, c'est sur ce genre de choses que j'ai vu beaucoup de conneries de faites qui en fait peuvent être dramatiques parce qu'on sait pas toujours qui en a en face de nous. Et il y a des choses à ne pas dire parce que tu peux dire des choses si la personne en face de toi, tu ne savais pas, elle était dépressive, elle était dans une période très compliquée, tu ne sais pas les conséquences que tes mots peuvent avoir. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important parce que je pense qu'on ne le dit pas toujours assez, mais en fait, il y a un humain derrière l'animal quand même. mmh. Et de un, il faut faire attention à ses mots, et de deux, ça sert à rien d'être dans la culpabilisation. Genre, il y a eu tout un gros effet de mode à un moment, en mode tout ce qui arrivait à ton animal, c'était forcément de ta faute. Ah, ton chat, il est mort écrasé par une voiture pour te faire comprendre que tu devais lâcher prise. C'est affreux de dire ça à un humain, en fait. Tu peux pas. Tu peux pas dire ça, surtout que généralement, c'est faux. Voilà, il y a quand même une notion, je trouve, d'humain à avoir qui est hyper importante parce que même si on travaille pour les animaux, bah, comme tu dis, il y a toujours un humain derrière, quoi. Il y a un humain derrière qui te paye aussi? Parce que c'est pas l'animal qui va faire, des tours de piste, pour te remercier. Il te Comment, paye pour les décisions du quotidien de l'animal derrière aussi. Parce que toi, tu es là, tu interviens sur 2 heures, mais derrière, dans le quotidien, c'est pas toi qui es là qui va mettre les choses en place. Donc,
on a besoin de ce gardien-là, quoi. Oui, du coup, il y a un côté éducation aussi avec le propriétaire, j'imagine? Un Ou peu, est-ce ouais. que tu lui donnes deux trois tips ou je sais pas, est-ce que tu donnes ton WhatsApp et s'il y a un sujet, tu réponds ou comment Alors, ça se passe? moi, je le fais beaucoup parce que de base, en étant monitrice, déjà tout ce qui est enseignement, c'est mon truc. C'est pas pour rien que je fais de la formation aussi derrière. Et moi, je déteste l'idée, tu sais, que tu dis, tu payes une presta, t'as ta presta, puis derrière, démerde-toi. Moi, c'est un Ouais. truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Surtout quand on bosse avec du vivant, quoi. Je veux dire, on ne te fait pas un business plan. Enfin, c'est quelque chose de vivant, quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que déjà pendant la com, ça arrive que les animaux me demandent, par exemple, d'apprendre aux propriétaires à les ancrer pour qu'ils puissent ancrer eux-mêmes leurs animaux régulièrement. Ça m'arrive régulièrement, voilà, d'utiliser un peu mon côté monitrice pour orienter un petit peu certains choix pour les chevaux, par exemple, au niveau des lieux de vie, des changements d'alimentation, des choses comme ça, tout en restant toujours à ma place, parce que je dis toujours aux gens que je suis pas vétérinaire, je suis pas ostéopathe, je suis pas nutritionniste, chacun son métier. Et pareil, c'est hyper important de savoir garder sa place et de dire, voilà, là, le cheval me dit que l'alimentation va pas, mais vois avec un nutritionniste. Moi, je suis pas calée, c'est pas mon boulot de te dire, il faut mettre tel complément. Sauf si j'étais formée, mais c'est pas le cas. Donc, du coup, ouais, il y a ce côté un peu, peut-être plus informatif que formateur. Ça rentre beaucoup. Et moi, je sais que quand on fait des coms animales, je dis toujours aux propriétaires qu'ils ont un suivi d'un mois inclus, c'est-à-dire que s'il y a besoin, je recheck des choses avec l'animal, je me reconnecte avec lui, etc. pour justement que s'il y a des trucs qui merdouillent dans le mois, ça fait partie du truc. Après, j'assure le suivi derrière si besoin, mais en tout cas, on va dire sans faire payer de supplément, Mmh. j'assure un suivi d'un mois. Pour que les gens ne se sentent pas bloqués après la com s'il y a un truc qui en fait va pas. Et justement, tu en as parlé, à l'instant parce qu'il y a des médecins, il y a des nutritionnistes pour les chevaux. Comment on en vient à t'appeler, tu vois, toi qui fais de la communication animale et qui a un métier un peu moins sur le devant de la scène, pour l'instant, on en parlait Ouais. en off. Non, non, mais complètement. Moi, sur le devant de la scène, et puis pas crédible et pas attesté, pas prouvé, quoi que ce soit. Déjà, les ostéos, ça commence à aller mieux, mais ça a été compliqué. Alors, comme animal, et encore un peu compliqué pour certains. Il y a plusieurs cas. Tu as des cas où les gens, ils ont des problèmes avec leurs chevaux et le veto est passé, tout est bon. Il a vu l'ostéo, tout est bon. Il a vu le dentiste, tout est bon. Il a vu un comportementaliste, tout est bon. Et pourtant, le problème persiste. Et du coup, ils sont là en mode, quitte à tout tester, on teste, quoi. Tu peux avoir ce côté-là. Tu as quand même beaucoup aussi, je trouve, les gens qui sont ouverts de base à ce côté un peu énergétique, même si c'est pas de la com animale, mais qui, eux, se font suivre en magnétisme ou qui ont déjà eu du shiatsu, des choses comme ça et qui du coup se disent j'ai envie de mieux comprendre ce que mon animal, ce que mon cheval ressent, ce qu'il pense, etc. et qui vont dans cette démarche-là. Et après, tu as aussi le cas des gens qui sont venus là un peu pour tester et qui en voyant les résultats, t'appellent en mode là j'ai vu que ça a hyper bien marché, maintenant je veux passer par ça. Tout en faisant attention, c'est pareil, moi j'ai eu le cas l'autre jour d'une nana, je lui ai dit moi je peux traiter, par contre si la jument effectivement elle n'a pas vu l'ostéo, je pourrais pas changer le fait qu'elle rétive à la selle définitivement. Si elle a mal au dos, elle a mal au dos, ça je peux rien y faire. Je pense que c'est ces grands cas de figure-là. Après, c'est quelque chose qui se démocratise quand même de plus en plus, je trouve. C'est de moins en moins perché, entre guillemets, de dire que tu as pu faire une com avec ton cheval, tu vois. C'est assez courant que les gens aient déjà fait ça, donc ça, c'est cool. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus de conscience aussi sur le fait que, l'animal a des émotions, Mm, a des perceptions et que tout comme un humain, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. exactement. Et ça, c'est Comment plutôt cool. tu Ça veut dire qu'on avance en termes de bien-être et de mmh reconnaissance de l'animal, donc c'est plutôt cool. et est-ce que, si on reste centré vraiment sur, le cheval, est-ce qu'un cheval a autant d'émotions, on va dire, qu'un humain? Oui, complètement. Et il y a même beaucoup d'études qui sont faites et qui ont prouvé scientifiquement que les chevaux sont capables de reconnaître les émotions des humains en fonction de leur visage. Ils ont fait des. Alors, je n'ai plus d'études exactement en tête, mais je sais qu'il y en a une qui a été faite avec des photos où, en gros, ils montraient des photos d'humains aux chevaux, une photo d'un humain qui est en colère, une photo, mais vraiment avec le côté du mec qui fronce les sourcils, le mec qui sourit, etc. Et ils ont prouvé, je ne sais plus trop comment, que les chevaux ont une vraie capacité à reconnaître les émotions juste visuellement au faciès de l'humain. Ouais, je voulais te poser la question parce que j'avais vu, il y a quelques, mois, années, des trucs passer sur notamment le cœur d'un cheval et son électromagnétisme qui est genre, Ok, je sais pas combien de fois plus élevé que celui d'un humain. Tant vu la taille des bêtes en général, ouais. ça se comprend et j'avais vu aussi passer ce truc, ils en fait, ils sentent très vite les choses autour d'eux.
Mmh. Les chevaux, on dit souvent que les chevaux sont des éponges et c'est vrai. Ils ont une capacité à sentir nos émotions, à anticiper même ce qu'on a en tête. Enfin, typiquement, tu vois, quand tu es en balade, il y a un portail, tu sais qu'il y a un chien derrière. Peut-être qu'il va pas aboyer, mais tu sais, et dans ta tête, tu dis mince, faut que je fasse gaffe, il y a peut-être un chien. Tu es sûr que le cheval il va se tendre en dessous. Mais alors, c'est sûr à 99,9%. Alors qu'il n'y a pas de chien, que ça va pas aboyer, que toi, t'as pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit. Mais il y a eu tu t'es tendu un peu, tu t'es stressé, tu as peut-être eu un changement bêtement de rythme cardiaque, de respiration, et ça, le cheval l'a senti et il a anticipé. Et c'est pour ça que je trouve que le cheval est assez extraordinaire pour aider les gens qui ont du mal avec tout ce qui est gestion des émotions, à la fois pour le fait de gérer ses émotions, mais aussi bêtement pour le fait d'oser exprimer clairement ses émotions. Parce que tu peux pas faire semblant face à un cheval. Mmh. Le mec dit non, non, t'inquiète, j'ai pas peur. S'il est pété de trouille, le cheval, il le sentira. Même si le mec a l'air hyper sûr de lui en face de lui. Enfin, comme ça. Et moi, je sais que j'avais eu l'expérience, c'était super drôle. Enfin, c'était drôle. Pour la personne, c'était un peu moins drôle, mais c'était assez bluffant. Quand ma jument était petite, je crois qu'elle avait 2 ans. Donc elle n'était pas immense. Hein, et quand mon père venait au pré avec moi, systématiquement, elle venait se mettre face à lui et elle le regardait, vraiment, elle le regardait de haut et tout. Puis elle avançait vers lui, l'air de le pousser et tout. Enfin, vraiment, une attitude très particulière. Alors que mon père était gentil comme tout et appréciait de s'occuper d'elle et tout. Et je comprenais pas cette attitude. Et du coup, on avait posé la question encore, mais non, mais pourquoi tu as cette attitude-là? Et en fait, elle avait expliqué que elle sentait que mon père gardait des masques, qu'il n'exprimait pas clairement ses émotions, qu'il manquait d'assurance et que ça, elle voulait pas de ça, quoi. Moi, je m'en un peu particulière là-dessus, mais ça représentait assez bien mon papa. Et du coup, je lui ai dit à mon père je sais pas comment, mais a accepté d'être plus, entre guillemets, lui-même, si je peux dire. Et ça a été terminé. La jument l'a plus jamais emmerdé. Et il y a des trucs comme ça, tu peux pas. Enfin, c'est assez flagrant avec les cavaliers qui font genre qu'ils sont assurés alors que pas du tout. Les chevaux en dessous, ça trompe pas, ils le savent très bien. Mais du coup, c'est assez intéressant, ça oblige à être soi-même. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on développe de plus en plus tout ce qui est coaching et tout. Parce que Mmh. le cheval est vraiment un miroir et te renvoie exactement ce que toi, tu renvoies aussi. Enfin, j'ai une amie qui fait ça, qui fait de coaching et elle fait des trucs d'entreprise. Et c'est hyper intéressant. Elle leur fait faire des exercices où tous ensemble, ils doivent diriger le cheval à un endroit sans le tenir en longe ni rien. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment les gens interagissent entre eux et du coup, ce qui renvoie au cheval. Et les chevaux ont une capacité à nous observer dans notre physique et à comprendre nos émotions qui est vraiment, vraiment impressionnante. C'est hyper intéressant. Je pourrais continuer pendant quelques heures, mais je l'ai dit, on va, j'ai encore une question pour toi. Vas-y. Quand on va parler un peu business pour finir. Déjà, merci pour tout ce que tu as partagé, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Bon, tant mieux. Hyper intéressant. Quand tu penses business et que tu veux développer une activité comme la tienne, est-ce qu'on fait un business plan? Je pense pas. On se dit pas: «Je vais accompagner 100 chevaux dans l'année pour», comment on Moi, en s'y tout cas, je prend? l'ai pas fait. Comment on s'y prend lorsqu'on est au contact des animaux, tous les jours et que, on développe une activité en même temps? C'est pas facile. Alors, moi, on va dire que j'avais l'avantage d'avoir déjà un pied là-dedans en étant monitrice. Mais en tant que monitrice, tu bosses en tant que salarié. Donc, c'est quand même vraiment pas la même chose, je trouve. Et en plus, dans le domaine de l'animal et en plus de l'énergétique, il y a un côté, enfin, moi, je l'ai senti comme ça, où déjà, ce qui est dur, c'est qu'il faut enfin, assumer ce que tu fais et se sentir légitime à le faire. Aller dire ouvertement, voilà, moi, j'ai une entreprise. C'est dans les grandes lignes, je parle avec les animaux et je vous propose mes services. Les gens sont en mode perché, la meuf. Donc, du coup, il y a ce côté-là qui est pas simple. Euh, c'est dur d'anticiper parce que à la fois des animaux, tu en as des milliers en France. Enfin, c'est vraiment pas ce qui manque. Aussi bien des chevaux que des chiens, des chats, en fonction de ce qu'on choisit de faire. Mais enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clients potentiels. Euh, je pense que ce qui aide, c'est d'arriver à savoir quelle est un peu notre marque de fabrique ou notre spécialité. Sans dire de devenir un expert et de vendre une expertise précise, surtout au début, mais de ce que j'ai pu remarquer, de mon expérience, quand tu te la joues monsieur, madame, tout le monde, et je fais les chiens, les chats, les perroquets, les chevaux, Mmh. euh, en fait, c'est plus compliqué. Donc, il faut accepter, et ça, c'est pas facile, de potentiellement restreindre un peu la clientèle potentielle, et pour du coup, amener un côté un peu plus expertise, entre guillemets, si je peux dire, et du coup, de démarquer, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à faire ça. Et pour aller se démarquer, c'est pas simple. On est quand même beaucoup de professionnels, j'ai l'impression qu'ils se forment correctement de plus en plus.
Mais quand tu vois qu'au ça, plein de gens qui disent moi je propose des coms à 20 euros, machin, tu dis bah ouais, mais moi je suis là et je suis à 80 euros, je rivalise pas en fait. Mais je doute pas de mon prix parce que je sais la qualité de ce que je propose, je sais que je vais vraiment changer les choses. Mais je trouve que ça c'est compliqué parce que c'est des domaines où tu as beaucoup de gens qui font ça comme ça, à côté, déclaré ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas d'objectif d'en vivre. Alors je sais pas comment ils font pour en vivre à 20 balles la com. Et ça, je trouve que c'est pas facile aussi. Il y a le côté crédibilité où moi, je vois passer sur le groupe Facebook le nombre de gens qui me disent bonjour, j'ai un problème avec mon chien, j'aurais besoin d'une com gratuite, s'il vous plaît. T'irais pas dire à ton ostéo, je voudrais une séance gratuite, tu vois. Enfin, ça te traverserait même pas l'esprit d'appeler ton veto, mon chien, il a besoin d'être vacciné, mais gratuit, s'il te plaît, j'ai pas les sous. Enfin, ça ne traverserait même pas l'esprit. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment. Enfin, moi, je sais que j'ai fait quelques posts là-dessus parce que ça me gonfle de rappeler que en tout cas, si tu es a priori un bon pro, tu t'es formé, donc tu as investi en temps, tu as investi en argent, tu as investi en énergie pour te former correctement, que tu as une entreprise à faire tourner et que bah, ça coûte des sous, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie et que si tu veux vivre, bah ouais, à un moment, les prestations se payent, quoi, comme tout le reste. Et ça, je trouve que ça rejoint un peu le côté légitimité qui est pas facile à ancrer dans la tête des gens que bah oui, tu as un prix et que bah ça te choque pas de payer 80 balles pour un ostéo, alors pourquoi ça te choque pour une com animale qui, dans mon cas, dure 2 heures quand même. Voilà. Mais je pense que ça. Je sais pas du coup si je réponds vraiment à ta question, mais moi je trouve que c'est Si, si, c'est hyper intéressant. Bah, pour un chien ou un chat, je vois pourquoi les gens pourraient le vouloir gratuit, mais je me dis que tu vois, pour un cheval, ça coûte quand même énormément d'argent à acheter. Et je trouve ça fou que des gens viennent faire la guerre des prix, tu vois, en tant que propriétaire pour 80 balles, alors que ton cheval, tu l'as peut-être payé 10 000, 15 000, 100 000, j'en sais rien, tu ouais. vois. Et puis après, même en sans dire de valeur, tu vois, il y a deux choses. Pour moi, il y a une fait que souvent les gens qui disent que c'est trop cher, ils ont aucun problème à aller acheter 4 tapis de sel à 90 balles l'unité. Donc c'est une question de priorité aussi. Et il y a le fait que même si c'est du chien ou du chat, sans parler de valeur de l'animal, une com, pour l'avoir vécu avec beaucoup d'animaux, ça peut vraiment changer ton quotidien. C'est-à-dire que le chien qui est réactif aux humains, que tu peux balader nulle part, où c'est l'horreur, c'est l'angoisse chaque fois que tu sors de chez toi, et qu'après une com associée à du travail comportementaliste quand même, parce que je pense que c'est plus pertinent, tu peux de nouveau te balader sans stresser, tu peux savoir que tu peux emmener ton chien en ville, que c'est pas la fin du monde. Il y a des gens à qui ça change la vie. Enfin, moi, j'ai eu le cas avec des chevaux. Je réfléchis, j'en ai eu plein des cas, mais tu vois, même bêtement, hein, le cheval qui s'entendait avec aucun copain, qui passe les clôtures et tout, et après la com, plus de clôture pétée et le cheval peut vivre en troupeau. En vrai, c'est un. Vraiment, ça t'enlève un poids quoi, dans ton quotidien et dans ta vie. Donc, il y a un vrai intérêt à faire tout ça. Mais c'est vrai que les gens, ils ont du mal. Après, ce que je peux comprendre hein, quand tu es débutatif et tout, voilà. Mais en même temps, on peut pas bosser gratuitement pour te prouver qu'on a raison. Quoi. C'est pas possible. Quoi. À un C'est moment, clair, sinon on vit plus. Quoi. c'est clair. Et pour finir, comment tu vois le futur de, je sais pas si on peut parler de l'éducation des chevaux ou de ce milieu-là, tu vois, équestre. Pour toi, c'est quoi le futur? Alors, ce qui est rassurant dans ce sens, c'est que ça tend à évoluer. On voit quand même beaucoup de choses qui changent, beaucoup de mauvaises pratiques qui sont clairement maintenant dénoncées et reconnues comme n'étant pas normales. Et il y a des Mm. choses qui bougent. Après, il y a encore du taf parce que, bah, par exemple, la fédération a mis en place comment ils appellent ça, un certificat de propriétaire, un truc comme ça. En gros, c'est un truc que tu passes avec des questions, une connaissance et tout sur le cheval que tu es censé valider et tu es censé l'avoir obligatoirement pour acheter un cheval, comme ils ont fait pour les chiens et les chats, en fait, le même principe. Sauf que déjà, moi, pour l'avoir passé, les questions, c'est du genre, un cheval, ça se vaccine une fois par an et ça se vermifuge 2 fois par an. Oui, d'accord, mais enfin bon, jusque-là, je trouve pas qu'on apprenne grand-chose. Et surtout, c'est absolument pas contrôlé. Personne ne va t'interdire d'acheter un cheval si tu n'as pas ce certificat. Donc, il y a quand même encore des choses qui ont besoin de bouger, on va dire. Après, voilà, encore une fois, ça évolue quand même dans le bon sens. Il faut rester positif. Il y a beaucoup de choses qui changent, même en termes de concours, de réglementation, tout ça. Il y a des choses qui bougent. Mais c'est très bien que ça bouge un peu plus vite et surtout que ça soit de manière un peu plus concrète. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'actions qui sont mises en place sous dire du bien-être équin, mais qui en fait sont un peu, comment dire, un peu fausses dans le sens, par exemple, ils ont mis en place un label bien-être pour les centres équestres que tu peux demander et qui doivent venir cocher des trucs comme quoi tu as bien ton label, c'est renouvelé tous les ans. Je peux te dire que le label bien-être, je l'ai vu dans des clubs, je sais pas où il était le bien-être. Hein. Je cherchais partout, j'ai pas trouvé. Hein. Donc, il y a des trucs qui sont un peu. Voilà.
qui sont un peu compliquées, mais voilà, ça va bouger. Je pense que ça va bouger, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience collective parce que on fait quand même partie des sports où on travaille avec des animaux et qui sont forcément un petit peu exposés à tout ce qui est un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais les mouvements un peu radicaux de maltraitance animale et compagnie, où il faudrait nous interdire de monter à cheval parce que monter à cheval, c'est de la maltraitance. Alors que monter à cheval correctement, c'est pas de la maltraitance. Si tu fais ça correctement, il n'y a pas de raison. Mais je pense qu'il y a besoin que les choses bougent de manière collective. Il y aurait besoin que les moniteurs soient mieux formés parce qu'on ne peut pas former correctement des cavaliers qui deviendront ensuite des propriétaires si les moniteurs à la base ne sont pas bien formés non plus. Et j'ai vu des sacrées dingueries en étant en formation moniteur, donc il y a encore un peu de boulot. Mais j'espère que ça bouge. Bah écoute, je pense qu'avec tout ce que tu as partagé là depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre des choses. Moi, le premier, j'ai appris plein de trucs. J'espère. Donc je te remercie infiniment pour tout ça. Et si on a envie de creuser, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben sur Instagram et sur Facebook, donc les comptes sont le nom de l'entreprise, donc Pâte à Plume, ça s'écrit P-A-2-T apostrophe ou espace site Insta ou Facebook A espace plume. Voilà, principalement. Bon, j'ai une adresse mail, mais je ne suis pas sûre que ce soit le plus pertinent. Mais déjà sur les réseaux, vous retrouvez plein de choses. Et dans mes bios, notamment sur Insta, il y a tous les liens pour les infos sur la formation, sur les coms, enfin sur toutes les prestations qu'on peut retrouver, sur le contenu gratuit aussi. Donc, il y a déjà de quoi faire, je pense. Et je ne mords pas, j'adore discuter. Donc, il ne faut pas hésiter à venir discuter. Bah après, Si ça pour le mail, c'est bien de le préciser, mais tu es basé où, toi? En France, à l'étranger? Je suis en France, je suis dans le Rhône. Je suis Ok, dans l'Ouest lyonnais. Donc en ok, distanciel, je bosse n'importe où. En présentiel, que ça soit pour notamment les cours d'équitation, je reste vraiment secteur Rhône, surtout vu le prix de l'essence actuellement. Ça coûterait trop cher aux clients. Voilà. Et tout ce qui est formation, il y en a à la fois en ligne et la formation de 3 mois que je développe, enfin, dont la deuxième session va bientôt démarrer, se fait à la fois en ligne, plus de week-ends en présentiel dans le Rhône. ok. Voilà, Bah, c'est écoute, un peu l'idée. je mettrai tes liens en description, comme Ça ça, marche. on peut te situer, on peut rentrer en contact. C'est facile de récupérer. Ça marche. Et je te remercie encore une fois pour cet échange. Et à toi qui nous écoutes, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Elisa. Merci à toi.